Il est désormais avéré que le niveau de la mer monte. Il a déjà gagné entre 15 et 25 centimètres depuis 1900 et la hausse s'accélère. Ce phénomène étant l'une des conséquences directes du réchauffement climatique. Selon les projections du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus connu sous le nom de GIEC, la hausse du niveau de la mer pourrait atteindre plus d'1 mètre en 2100, dans le cas où l'humanité continuerait à émettre la même quantité de gaz à effet de serre. En France, plusieurs communes de bord de mer sont menacées par l'érosion du littoral et la montée du niveau de l'eau, notamment Palavas-les-Flots. Le bar des sciences de ce mois-ci a pour thème Palavas sous les flots, science-fiction ou réalité. Alors, est-ce que vous pensez que Palavas-les-Flots, juste à côté de Montpellier, va être sous l'eau dans quelques années? J'en ai aucune idée. Vous savez pas? Bah oui, hein, Moi, je normalement pense oui. Hein. que oui. Bah oui, je pense que oui. Ok, et la montée des eaux, ça serait à peu près combien, d'après vous, à l'échelle 2100? Peut-être une vingtaine de mètres, non? Ouais. Ah, ok, dizaine, vingtaine, ouais. 10-20, ça fait beaucoup, je trouve, déjà. Mais c'est plausible. Ouais. La Bretagne qui disparaît, par exemple. Ok. Oui, donc le littoral méditerranéen aussi. Alors ça, Ouais, pour moi, ça pue, quoi. Quand du coup là on parle du montée du niveau de l'eau, forcément ça impacte les habitations et donc il y a les inondations. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait justement pour pas éviter le niveau, enfin pas éviter que les niveaux y montent, mais pour justement protéger au mieux les habitations qui sont près du littoral. Si on est du côté des actions qu'on peut faire pour se protéger des inondations, alors déjà sur Palavas, on a beaucoup parlé de la mer. Frédéric Grelot, chercheur économiste INRAE à l'unité mixte de recherche Géo, Université de Montpellier, spécialiste des risques et impacts des inondations. Mais il n'y a pas que la mer, il y a aussi l'Aise, il y a aussi un petit peu les étangs. Donc il peut y avoir plusieurs sources d'inondations. Et il y a différentes façons. Donc les façons, dans les grands schémas, en fait, on va essayer d'empêcher l'intrusion de l'eau dans les zones où on veut pas qu'elle aille. Donc ça peut être des techniques qui ressemblent plus ou moins à des digues, plus ou moins naturelles. Ça peut être avec des cordons dunaires, des choses plus ou moins aménagées. Donc il peut y avoir des choses sur le côté mer et des choses un petit peu plus subtiles, là, comme a dit Frédéric, de gérer le côté du sable pour éviter que la puissance des vagues elle soit suffisamment forte quand ça arrive. Sur les inondations qui viennent plutôt du côté du continent, il y a des techniques qui sont on va faire en sorte que les inondations elles aient lieu, mais à des endroits qui gênent moins en fait l'activité humaine. C'est ce qu'on appelle le côté zone d'expansion de crue. Donc ça serait que pour la partie Lèze. Donc ce qui viendrait pour Palavas du Lez, donc laisser s'épandre en fait l'eau avant qu'elle arrive sur les parties urbanisées. Donc ça, c'est toutes les solutions, enfin c'est les grandes familles de solutions qui existent quand on cherche à regarder les choses d'un point de vue collectif, donc gérer un petit peu les écoulements. Et il y a toute la grande famille aussi des façons d'agir qui vont être du côté des adaptations qu'on appelle adaptations individuelles, qui vont être pour le coup plus du côté des bâtiments, des habitants, des entreprises qui vont chercher, on va chercher à leur niveau, à eux, à avoir le même genre de principe, donc empêcher l'eau de rentrer, se mettre hors d'eau, ça a été dit dans la radio-trottoir, en surélevant un petit peu les habitations, ce genre de choses, les rendre un petit peu moins dommageables. Ça, c'est toutes les techniques pour éviter en fait que les inondations, elles viennent et elles aient des dommages. Et après, si on se dit que ça va forcément arriver, il y a tout ce qui existe en France d'organisation, enfin c'est l'organisation un petit peu de la solidarité, donc c'est tout le système d'assurance, c'est faire en sorte que si les inondations elles ont lieu, il y a des gens qui soient impactés, ils subissent pas complètement les conséquences en fait de ce genre d'inondation. Alors si on parle justement du changement climatique, là pareil, c'est des systèmes qui peuvent être très impactés aussi par des prédictions, des prévisions, etc. Je crois que aujourd'hui, il y avait un article dans Le Monde, c'était sur, je ne sais plus quelle ville, sur la façade atlantique, qui justement disait, les Sables d'Olonne, qui disait que elle n'arrivait plus à se faire assurer, la commune, parce que les assureurs pressentaient qu'en fait, il y allait avoir trop de dommages. Donc même ce système-là, il peut bouger, il peut être impacté en fait par des prédictions qui sont faites sur le côté changement climatique. Même les individus peuvent aussi avoir le système d'assurance qui peut bouger. Donc en fait, on est même au niveau des solutions qui paraissent organisationnelles, on est sur des choses qui bougent, qui peuvent évoluer en fait avec les prédictions que les différents acteurs se font.
L'historique des solutions, c'est l'historique. Oui, il y a la recherche, oui, travaille là-dessus à fond. Et en ce moment, je dirais même qu'en façade Occitanie, on est nombreux à faire ça. Frédéric Bouchette, professeur des universités, chercheur au laboratoire Géosciences Montpellier, spécialiste des littoraux. Et c'est une recherche qui est très active. Donc je vais le faire en 3 phrases. Vous avez eu une grande phase de principe qui était on vit le long du littoral à un certain endroit, donc on protège à mort. Donc c'est les grandes phases de épi, brise-lames, etc., qui ont leur sens dans un certain nombre de situations. Quand vous avez des enjeux incontournables, la sécurité, c'est nécessaire. Ensuite, vous avez eu des approches qui ont été des approches de rechargement de plage, vous en avez tous entendu parler, j'imagine, et également des approches des débuts d'approches de recomposition, on se déplace un peu, on fait des choses comme ça. Et puis récemment, depuis une dizaine d'années, il y a une explosion des stratégies, il y a de la relocalisation, on déplace massivement, recomposition territoriale, si vous restez, mais vous réorganisez comment ça marche, etc. Et il y a, et ça va répondre à votre question, tout un tas d'initiatives qui visent finalement à essayer de se donner du temps, c'est-à-dire se donner 20 ans, 30 ans pour mieux réagir derrière. Et pour ça, en fait, il y a tout un tas de solutions qu'on appelle les solutions douces, les solutions fondées sur la nature, les solutions biomimetiques, qui ont pour ambition de protéger dans une certaine mesure, d'accompagner le changement, on va dire. Et elles ont aussi des vertus écologiques, c'est-à-dire elles essayent de s'inscrire dans des démarches qui visent à avoir un faible impact environnemental, et être en harmonie au sens où elles sont relativement respectueuses des espèces qui vivent sur place, ou voire elles sont favorables au développement de la vie ou de choses comme ça, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais quelque part c'est ça, hein. Il y a la recherche, oui, travaille sur ça, et elle est finalement très active. J'ai cru comprendre dans l'intervention que vous avez fait qu'il y aurait un effet de la température de l'eau sur la hausse éventuellement de l'eau. Je ne sais pas si c'était le cas. Et du coup, je me demandais si c'était le cas ou pas, parce que de ce que j'avais compris, de ce que j'avais lu, la Méditerranée se réchauffe plus vite par rapport à d'autres zones d'eau que d'autres autres endroits dans le monde. Et du coup, je me demande dans quelle mesure les calculs de la hausse des eaux sont faits par rapport à la moyenne mondiale, ou si par rapport à la Méditerranée qui se réchaufferait plus vite, si à ce moment-là on a aussi les chiffres ou des aspects un peu plus spécifiques pour la Méditerranée. C'est en sciences du climat. Les gens qui travaillent vraiment là-dessus font des modélisations ou des travaux à toutes les échelles. Et ils intègrent un maximum de paramètres. C'est une science vivante. C'est-à-dire qu'évidemment, les effets stériques, les effets de dilatation de la masse d'eau sous l'effet de la température sont pris en compte. Ils sont pris en compte dans des modélisations à l'échelle méditerranéenne et même sur le bassin nord-méditerranéen. Vous avez le bassin est-méditerranéen, vous avez l'Atlantique, vous avez des modélisations à l'échelle mondiale, vous avez des modélisations qui sont emboîtées, vous avez un florilège et des dizaines, centaines, de papiers qui sont publiés là-dessus, comparés, agrégés, synthétisés, et à partir desquels il y a un consensus qui sort. C'est ça l'acte de science sur ces questions. Et pour répondre à votre question, oui, il y a un effet de la chaleur sur la dilatation de l'océan, oui, il existe en Méditerranée, et oui, il est pris en compte sur un certain nombre de scénarios, quoi. Okay. Est-ce que vous vous sentez écouté justement quand vous avez des échanges avec, dans ce transfert et dans ces échanges avec les collectivités territoriales, etc. C'est vraiment un sujet sensible. Moi, je dirais, il y a toutes les palettes de réactions. Il y a des gens qui ont énormément de respect pour la science et qui en fait sont arrivés vis-à-vis des effets du changement global sur le littoral et les plaines côtières à vouloir vraiment s'en remettre à des solutions, en tout cas l'action du scientifique au sens large, que ce soit celle de Frédéric ou la mienne, peu importe la discipline. Et donc ils misent beaucoup sur les scientifiques. Donc ça c'est assez valorisant pour nous parce qu'on est très écoutés pour le coup. Donc du coup ça met un peu la pression parce qu'il faut être certain de ce qu'on raconte. Donc là ça nous conforte dans notre travail de scientifique. Il faut être vraiment dans la recherche du fait. Moi quand j'ai des gens comme ça en face de moi, c'est très stimulant parce que je mets le paquet dans mon acte de recherche, quoi. Et au contraire, des fois, on est face à, c'est plutôt des structures lourdes, étatiques ou des choses comme ça, où il y a des trajectoires, là pour le coup, qui ont été décidées
D'ailleurs qui ont été décidées sur la base souvent de consultations de gens comme moi, hein, par exemple la loi climat ou la loi climat 2015 ou la loi littoral, puis après la loi climat et résilience. C'est des journées entières à Paris au ministère de la Défense à parler à des gens qui se sont appropriés, avec quelques collègues qui se sont appropriés ça derrière et qui font un truc. Mais ce truc est tellement une doxa et tellement lourd, dur, fixe, que derrière, après, quand nous on essaye de mettre de la nuance ou éclairer sur des évolutions ou des ajustements possibles, on a le mur régalien, quoi, qui est hyper dur, quoi, et en même temps qui est nécessaire, hein, par certains côtés. Hein, je ne suis pas manichéen du tout. Hein. Et là, il y a souvent un peu de frustration, parce qu'on perçoit dans l'acte de recherche, et on se tient à jour en termes d'actualité sur tout ce qui se fait, et on fait des choses nouvelles, on voit qu'on pourrait les déployer, qu'on pourrait faire avancer les choses dans le bon sens, et c'est pas possible. Et donc là, il y a un manque d'écoute. Mais elle est très bien, ces questions, parce que c'est vraiment anxiogène pour moi, à mon niveau, ça peut être un peu frustrant et anxiogène, quoi. J'en profitais que Frédéric parlait pour réfléchir. Moi, j'ai pas d'expérience anxiogène. Moi, dans ma pratique, moi, je me sens assez écouté parce qu'en fait, souvent, moi, j'interviens surtout sur des zones où, en fait, on nous demande de venir. Donc, si on nous demande de venir d'aider, a priori, c'est pour nous écouter, quoi. Et donc, oui, moi, je me sens écouté. Moi, j'ai une question sur le sel dans la mer, sur la salinisation du littoral méditerranéen. Qu'est-ce que vous savez sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui inquiète beaucoup, notamment les agriculteurs qui sont très proches de la mer, viticulteurs, etc. Et il y a des phénomènes d'intrusion saline, mais aussi avec l'évapotranspiration, simplement des phénomènes physiques qui font qu'il y a du sel qui tue les cèpes de vigne, par exemple. Voilà. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution que ça pourrait avoir sur les décennies prochaines ? Pour les intrusions salines, la plage et les cortèges sédimentaires littoraux, c'est-à-dire ce que vous avez sous vos pieds, les roches que vous avez sous vos pieds quand vous vous baladez à Palavas, par exemple, ou n'importe où, c'est des milieux poreux. Donc il y a de l'eau dedans. Okay, et évidemment, quand vous avez le niveau qui monte, tout le monde peut facilement se projeter sur ça, si votre niveau monte, dans le milieu poreux, le niveau va monter aussi, quoi. Okay, donc sur les scénarios d'évolution du niveau marin, vous êtes en train de faire monter le niveau d'eau dans la masse, dans l'aquifère. Et donc si cette eau est salée, de plus en plus, vous allez contaminer des zones qui l'étaient moins, quoi. Et surtout, la partie d'eau salée s'avance sur la partie eau douce, quoi. Si vous avez des tempêtes avec un plus haut niveau marin, les forces qui sont exercées par les vagues sur le massif rocheux, et donc les aquifères, est augmentée. Et donc les mécanismes de transfert de la mer vers l'aquifère sont augmentés. Et donc vous augmentez les effets de salinisation et d'intrusion par la présence des tempêtes. Ça, on l'a très bien mesuré en Languedoc-Roussillon, dans un projet qu'on a mené il y a quelques années avec pas mal de partenaires. C'était vers Perpignan, c'est vers Perpignan, où vous voyez très bien les intrusions salines qui sont complètement contrôlées par la mer. Donc par rapport à votre question, montée du niveau marin, effet immédiat évidemment sur le niveau, donc l'entrée de sel, et la recrudescence des tempêtes, ou ne serait-ce que le fait que les tempêtes vont être de plus en plus proches en fait, de l'aquifère, elles vont manger l'aquifère, augmentation des transferts d'eau salée vers l'intérieur des terres. Troisième argument, vous enlevez du sable, vous faites reculer le trait de côte, donc vous réduisez la distance entre un puits par exemple d'exploitation et la mer, et donc évidemment l'érosion aggrave les effets d'intrusion saline. Donc tout ce dont on a parlé tout à l'heure se manifeste sous la forme de problèmes de biseau-salé. Le biseau-salé, c'est un concept qui est un peu pourri, mais en tout cas d'intrusion saline, quoi. Et après on s'éloigne de la problématique des inondations. Mais il y a des effets aussi comportementaux, donc avec le changement climatique, on s'attend à avoir de la pénurie d'eau, donc un usage plus conséquent en fait de toutes les nappes, et l'usage il contribue à provoquer l'intrusion de sel et à déplacer le sel vers l'intérieur des terres, donc ça se combine. On espère que cette vidéo du Bar des Sciences vous a plu, et nous vous invitons à nous rejoindre au futur Bar des Sciences de cette saison à la brasserie Le Dôme de Montpellier.